Après, place au grand. Évidemment, place au grand à Roland-Garros. Ce match, avec ce débat aussi entre Amazon et... je veux dire, Amazon et Prime Video, c'est un peu la même chose. Entre Amazon et France TV, qui pour prendre ce choc entre Nadal et Djokovic? Parce que oui, c'est en quart de finale. Et en quart de finale, il n'y a pas la codiffusion comme il y avait en demi-finale l'année dernière. Donc il n'y a pas de problème l'année dernière. Là, cette année, il y a eu un problème, évidemment. Il y a eu un débat. On fait le match quand? En journée? En nuit? Alors le débat, France TV, mais non, on est France TV, il faut que les gens viennent regarder, il faut que voilà... Il y a eu le débat sur Amazon qui dit nous on a payé pour avoir les plus grosses affiches, donc on veut les plus grosses affiches. Et Djokovic Nadal, c'est même pas la plus grosse affiche de la journée, c'est la plus grosse affiche du tournoi. Donc évidemment qu'on la veut. En plus ce soir il y a plus de monde peut-être qui peut regarder. Alors le soir ça commençait quand même tard, donc après les gens je pense sont partis aussi à un moment parce que le match a quand même fini tard. Voilà, après c'était vraiment ce débat là, cette guéguerre un petit peu entre deux diffuseurs et cette guéguerre aussi entre deux joueurs légendaires et un Nadal qui va aller chercher Novak Djokovic. Je ne voyais pas remporter ce match, j'assume aussi. Je voyais Djokovic gagner ce match en Night Station, je voyais clairement Djokovic gagner contre Nadal. Et ensuite Nadal qui a continué. Image aussi horrible, image terrible. Alors je vous ai épargné l'image, on voit la cheville de Zverev faire ça, le cri de douleur de Zverev. Une image terrible parce qu'on était en train d'avoir un match de psychopathe, 3 heures de jeu. On arrive au tie-break du deuxième set et ce point... ça me fait mal rien que d'y penser, vraiment ce cri de douleur. En plus il y avait le court central qui était fermé, donc on avait un espèce de... il y avait un écho, ça résonnait. Ce cri de douleur de Zverev était horrible, vraiment horrible. Et ça fait mal d'y penser, cette belle image avec Rafael Nadal qui le raccompagne. C'est vraiment horrible. Et Nadal qui vont ensuite reporter. Alors Swiatek aussi, qui, voilà, ça concrétise un petit peu son début de saison d'une joueuse qui n'a plus perdu depuis début février, qui va chercher son deuxième grand chelem, deuxième étoile, son deuxième grand chelem, son deuxième à Roland-Garros, et continuer sa série de victoires insolentes. 35 à ce moment-là, puisqu'il y a perd au troisième tour de Wimbledon, donc 35 à ce moment-là. Et là, aussi, évidemment, Kiki et Caro, j'ai pas oublié Kiki et Caro qui vont remporter aussi leur deuxième Roland-Garros ensemble. Et c'est une image symbolique aussi, parce que quand on voit la deuxième partie de saison de Caroline Garcia, et évidemment j'ai des images de Caroline Garcia de la deuxième partie de saison, on peut se dire quand même que le match, le double avec Kiki, ça a quand même je pense un déclic. Je pense que ça a eu un déclic, quoi qu'on dise, parce qu'ensuite elle a fait une deuxième partie de saison de malade. Et si on regarde à partir de ce moment-là, si on comptait les points à partir de la fin de Roland-Garros, Caroline Garcia serait première joueuse mondiale. Donc ça veut dire qu'elle a fait une deuxième partie de saison de psychopathe. Et oui, elle l'a mérité. Comme Nadal a mérité son 14e titre du Grand Chelem. Alors autant il y avait match en quart de finale, même en 8e contre Tixo Jallassim. Et il y avait aussi match en demi, malheureusement, contre Zverev. Il n'y a pas eu match en finale. Clairement, une doudoune. 6-3, 6-3, 6-0 contre un Casper Ruud qui était un petit peu enfantin sur ce match, malheureusement. Ça pique, mais c'est comme ça. 22e titre du Grand Chelem. Yves Lebrec face à Novak Djokovic à ce moment-là. Attention, parce que la suite arrive très très vite. Décision, alors je mets Medvedev, une tenue blanche à Wimbledon, malheureusement une tenue qu'il n'aura pas mise en 2022, car il y a eu cette décision. Wimbledon a décidé de refuser de prendre des joueurs et joueuses russes et biélorusse, donc pas de Sabalenka, pas de Medvedev, pas de Rublev, pas de Kachanov, pas de Karatsev, pas d'Azarenka, pas de Kazakhtina. C'est terrible, vraiment c'est une décision qui est terrible et qui sera pleine de conséquences, puisqu'il n'y aura pas de points. Donc c'est à dire que Tim van Rijthoven qui a fait un 8ème de finale, donc qui a eu 180 points, va prendre 0 points pour son magnifique parcours. On se rend pas compte parce que pour un joueur comme Djokovic, ok, il était passé là je crois de 4e à 6e, donc on se dit c'est quand même chiant un petit peu pour lui de perdre 2 places, mais au final ça lui change pas vraiment grand chose au quotidien pour lui dans sa vie. Mais Van Rijthoven, il serait rentré dans le top 100, il aurait pu jouer des tournois beaucoup plus grands et puis de plus en plus gagner d'argent. Là on se rend pas compte à quel point ça a changé beaucoup de choses et surtout ça fait un vrai pédonné, on va en parler. Cet exploit de Alizé Cornet à signaler parce qu'elle a fait une très très belle saison, elle a vraiment battu de très très belles têtes d'affiche. Elle bat Alep à l'Open d'Australie, elle bat Ostapenko à Roland-Garros, elle bat Raducanu qui a pas fait une belle saison malheureusement à l'US Open, et elle bat Swiatek qui était sur 37 victoires d'affilée. Et bah voilà, qui pour la stopper? Alizé Cornet, et mérité d'avoir Alizé Cornet, et mérité d'avoir une image d'elle de cette saison parce qu'elle a fait vraiment une très belle saison aussi, elle notamment en Grand Chelem où elle a vraiment été toujours au troisième tour, Alizé Cornet. On a aussi ce match
un petit peu le match le plus chaud, là où la tension était la plus haute. L'un des matchs, je pense, où les deux joueurs auraient pu se foutre, clairement se taper dessus entre Tsitsipas et Kyrgios. Un Kyrgios qui râlait constamment contre l'arbitre. Un Tsitsipas qui se retenait, et puis qui à un moment est parti en cacahuète. Dans le troisième, fin du deuxième déjà, et dans le troisième, il part en cacahuète, il se met à tirer sur Kyrgios violemment, il se met à faire des gestes où tu sens que Kyrgios lui rentre dans le cerveau. C'est terrible de dire ça, mais tu sens que Kyrgios commence à lui rentrer dans son cerveau. Et malheureusement, Kyrgios qui va aller chercher, enfin malheureusement pour lui, Kyrgios qui va aller chercher notamment ce petit jeu-là, Stefanos Tsitsipas, et remporter ce match avant d'aller justement en finale. On a eu cette image-là aussi pour fêter les 100 ans. Les 100 ans du Thunder Court, on a eu de très belles images avec tous les champions de Wimbledon. On avait notamment Novak Djokovic à côté de Roger Federer qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps. Il était là, Roger Federer. On ne savait pas encore à ce moment-là, peut-être qu'en tant que joueur officiel de tennis, peut-être la dernière fois qu'elle ait foulé le court, alors pas en tenue évidemment, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore annoncé sa retraite, Roger Federer, et donc était encore officiellement à ce moment-là un joueur de tennis. Un joueur de tennis qui, comme nous tous, avait à 0 point ATP à ce moment-là. Enfin, en tout cas, après Wimbledon, il aura 0 point ATP, Roger Federer. On a eu ce beau pied de nez. J'aime bien cette image parce que c'est vraiment, je trouve, c'est un vrai pied de nez à Wimbledon quand même. Rybakina, Elena Rybakina, qui est kazakh. Ok, et quand on regarde comme ça, on se dit, ok, d'accord, kazakh qui remporte Wimbledon, très bien. Ok, elle est née en Russie. Elle est née en Russie, elle est née à Moscou. Je crois qu'elle vit encore à Moscou. Voilà ce que vous avez fait, Wimbledon, à vouloir refuser des Russes et des Biélorusses. J'ai l'impression quand même que le destin vous a quand même bien puni, parce qu'il vous a mis la seule joueuse qui est née russe, qui gagne le tournoi. C'est d'accord, elle a totalement mérité son tournoi, il n'y a rien à dire sur elle, mais c'est vraiment sur les instances de Wimbledon, c'est totalement... Mais je trouve, mais en fait, c'est risible, parce que c'est quand le tournoi commence à avancer, et que tu vois Rybakina qui passe son 3e tour, son 8e, son quart, tu commences à te dire... Tu la sens la carotte arriver, tu sens qu'elle peut aller chercher le titre, et quand elle va chercher le titre, mais contre Jabber, même si Jabber vraiment méritait aussi le titre, mais franchement, oh là là, franchement c'est risible pour l'image Wimbledon, c'est clairement risible parce que voilà, et en plus, elle aussi, elle n'a pas bénéficié malheureusement des points, et du coup, ça l'a privée de Masters, parce qu'elle s'est trouvée très très loin en classement. Elle n'a pas pu faire le Masters sur WTA, qu'elle aurait dû normalement faire. On a eu aussi un petit peu, alors il y a un petit peu ce contraste entre le sérieux Novak Djokovic et le pas sérieux, Nick Kyrgios. C'est pas une insulte de dire que Kyrgios n'est pas sérieux. On sait très bien que Kyrgios, il aime bien avoir des frasques et tout, mais c'est dans le sens positif. Quand je dis ça, c'est-à-dire dans le sens où voilà, il est capable de nous sortir des choses impressionnantes, des choses de grande classe, avec un petit peu de légèreté, d'originalité. Là où Djokovic, on le sait, toujours carré, sérieux dans son style de jeu. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un petit peu la rencontre entre deux mondes, un petit peu entre Novak Djokovic, l'ultra sérieux, l'ultra bosseur Novak Djokovic, et Nick Kyrgios, le foufou qui est capable de faire des matchs de foufou aussi. Et voilà, il est en finale de Wimbledon, il est finaliste de Wimbledon, faudra jamais oublier ça, que Nick Kyrgios a fait une finale de Wimbledon, et il a pris un set notamment à Novak Djokovic. Bravo. On a eu aussi des Master 1000 de dingue, clairement. Montréal, qui s'attendait à voir Pablo Carreño Busta à remporter Montréal? Pas moi déjà, honnêtement pas moi, pas beaucoup je pense, mais voir Carreño Busta remporter Montréal, pas beaucoup s'y attendaient. Qui s'attendait aussi à voir Caroline Garcia? Ça fait plaisir honnêtement, ce sourire de Caroline Garcia, qui a longtemps galéré, qui a longtemps elle aussi essuyé beaucoup de critiques, souvent critiquée, jamais égalée, Caroline Garcia, qui va aller chercher Cincinnati, et en créant l'histoire, en écrivant une page de l'histoire du tennis féminin, en étant la première joueuse à remporter un WTA 1000, on dit un WTA 1000, en sortant des qualifs. Elle sortait des qualifs, donc elle a fait 2 matchs de plus que tous les autres. Je crois quand même qu'elle fait 3-7 contre Diane Parry dans un match des qualifs, donc ça veut dire qu'elle est au bord de se faire avoir. Et elle fait un super tournoi à demi contre Sabalenka, est magnifique. La finale, alors j'ai déjà oublié contre qui elle a fait la finale, mais elle a été aussi exceptionnelle en finale contre Kvitova. Elle fait une finale exceptionnelle, elle la bouffe clairement avec ses... Bon, j'ai fait une vidéo dessus où je montre des images où on voit en retour première balle, elle est collée à la ligne, retour deuxième balle, elle est 1m50 dans le court, et elle agresse, et ça fait plaisir. On était un petit peu, comment dire, ce qui me plaît en fait, c'est qu'elle est prête à mourir avec ses idées, et je trouve ça bien. Voilà, elle est plus en train de réfléchir à faire qu'est-ce que je vais faire et tout.
Elle sait comment elle joue. Attaque à outrance. Et franchement, ça me plaît. Alors même si c'est pas le style de jeu, moi, que personnellement je préfère, je trouve ça exceptionnel d'avoir cette maturité de se dire, ok, je vais jouer comme ça me plaît. Et voilà, ça va passer parce que je crois en mes capacités. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Elle croit en elle, elle croit en ses capacités. On a vu sa fin de saison qui est exceptionnelle. Et franchement, c'est quand elle joue comme ça, mais c'est l'une des, j'ai pas peur de le dire, c'est actuellement l'une des meilleures joueuses au monde quand elle joue à ce niveau-là. Il n'y a pas photo. Ensuite, on a eu aussi ça. Alors, Carreño Busta, je sais pas si le plus improbable, vous allez me dire dans les commentaires si c'est Carreño Busta à Montréal ou Borna Choric à Cincinnati, parce que franchement, je pense qu'il y a match. Choric qui lui avait un classement protégé, c'est-à-dire qu'on a quand même une sortante des qualifications qui remporte Cincinnati et un classement protégé qui remporte Cincinnati. Est-ce qu'on peut aussi parler de ce trophée qui est absolument immonde? Vraiment, alors, le vase, le choix du vase, vouloir faire un vase, peut-être, mais vraiment, il est moche. Je suis désolé, j'aime pas juger, mais il est moche, clairement. On peut se le dire, il est clairement catastrophique. Alors, quand tu gagnes, t'es content, évidemment, tu vas pas te plaindre, mais c'est peut-être l'un des pires trophées en termes de beauté à aller chercher, hein, franchement. Il n'est pas très très joli. On a eu l'US Open, on arrive à l'US Open avec peut-être les têtes de Serena Williams. On ne le sait pas. Je pense qu'elle-même ne le sait pas. Personne ne le sait en fait. Elle a dit que ça allait être son dernier tournoi. Au final, on ne sait pas trop. Est-ce qu'après elle a fait ah peut-être, je sais pas. J'aime bien comment je joue. C'est compliqué avec Serena Williams. Clairement, on est perdu. On est perdu avec Serena Williams et je me demande si même elle ne se perd pas dans tout ce qu'elle dit parce que voilà, c'est un petit peu Serena Williams. C'est ça. C'est Serena Williams, la reine Serena Williams. Qui voilà, s'arrêtera sans doute à 23 grands chelems. Je ne vais absolument pas remporter un 24e, même si elle continue à jouer. Ça reste une énorme légende de cette époque, une énorme légende du tennis aussi évidemment, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire de tous les temps. Alors, de l'histoire de tous les temps, ça se dit pas trop, hein, de l'histoire ou de tous les temps. C'est comme ça qu'on dit. On a eu aussi cette petite moue de Medvedev, symbole de sa saison manquée en Grand Chelem, malheureusement. Alors, il a raté un Grand Chelem aussi, pas par sa faute. Nick Kyrgios qui lui met fin à son rêve. Nick Kyrgios qui a vraiment été très sérieux cette fin de saison, je trouve, qui a été très très bon. Et ensuite, on arrive dans les dingueries. Alcaraz-Sinner. Alcaraz qui met de 7-1. Qui défend un Sinner qui sert pour le match. Il gagne le match. Caroline Garcia aussi, qui va faire un US Open, un Cincinnati aussi, mais un US Open de psychopathe, vraiment. Caroline Garcia, bravo. Je continue à dire pour sa saison qui a été exceptionnelle, voilà. Vraiment, beaucoup de plaisir à la voir en cette fin de saison. Elle va faire un très très beau parcours à l'US Open. Malheureusement, ça s'arrête contre 11 Jabber. Pas fou, malheureusement. C'est vrai contre 11 Jabber. C'est dommage, 11 Jabber qu'il a quand même bien muselé, je trouve, dans ce match. Il y a peut-être la place, mais bon, c'est comme ça. Première demi en Grand Chelem, déjà, faut qu'elle savoure ça. Et puis on a vu que ça a été que du bonus pour elle. Pour après, et ça valide notamment sa qualification au Masters. Hein. Cincinnati plus ça fait une grande, évidemment, un très très gros pas pour aller au Masters. Et on verra ce qu'elle fera au Masters un petit peu plus tard. Tiafoe Alcaraz, encore une règle de la part d'Alcaraz qui remporte ce match en 5-7. Vraiment encore un match de psychopathe. Alcaraz-Ruud est un match un petit peu moins beau dans le tennis, mais tout aussi intense, notamment dans le troisième set où ça a été très serré entre les deux joueurs, et un Alcaraz qui prend son premier grand chelem et qui prend la première place mondiale, qui ne quittera plus d'ici à la fin de la saison. Bravo à Carlos Alcaraz. Maintenant on arrive dans la séquence émotion, alors si vous voulez passer, parce que si vous êtes encore dans le deuil de Roger Federer, voilà, franchement cette image, il n'y a rien à dire. Je vais rien dire parce qu'il y a tout dans cette image. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray. Voilà les 4 joueurs qui ont marqué ma jeunesse, clairement. C'est ma génération de quand je suis né. Depuis que je suis né, c'est eux qui remportent tous les titres. J'ai vu 95% peut-être des grands chelems remportés par ces 4-là. Donc il y en a un qui s'en va. C'est Roger Federer. Malheureusement, parce que vous savez que mon préféré c'est Andy Murray, je pense que malheureusement le prochain sur la liste est Andy Murray. Je dirais qu'on va avoir comme ça, hein. Federer du coup qui s'en va. Murray sera le prochain, je pense. Nadal, puis Novak Djokovic,
qui semble pour moi être le joueur le plus physiquement apte encore à continuer. Nadal, on se pose la question après les JO 2024. Murray, pour moi, c'est la même chose. Est-ce qu'il va pousser jusqu'au JO 2024 ? Compliqué, honnêtement compliqué, mais c'est la fin d'une ère qui est en train de se profiler très clairement. On perd Roger, Nadal et Djokovic. Alors, on va pas dire qu'ils sont sur la fin, parce que dès qu'on dit qu'ils sont sur la fin, ils reviennent et ils sont très forts, mais ils font de moins en moins de tournois, ils sont en train un petit peu de cibler tous les tournois. Andy Murray ne joue plus les premiers plans depuis 2017. C'est la fin d'une ère qui se profile très clairement. Félix aussi, les 3 titres consécutifs de Félix Auger-Aliassime. J'ai mis celui de Florence, j'aurais pu mettre un autre, mais j'ai mis celui de Florence. Magnifique par Félix Auger-Aliassime qui a fait une très très belle fin de saison, qui arrivait après un petit peu cramé malheureusement à Bercy et au Masters. Mais magnifique fin de saison. Il le mérite. Chapeau l'artiste, chapeau Félix Auger-Aliassime qui a fait voilà, une très très belle saison et qui méritait d'avoir aussi cette image-là pour cette saison. Holger Rune qui a fait aussi une énorme fin de saison qui lui a valu d'aller chercher le top 10 en cette fin de saison magnifique aussi par Holger Rune. Ça, c'est à Stockholm, mais il n'y a pas eu que le Stockholm. Vous allez voir, il y a eu la finale à Bâle. Il y a eu aussi, évidemment, vous savez comment je l'adore, comment je l'admire, Gilles Simon qui nous a fait ces 2 derniers matchs de folie. Contre Andy Murray, Murray sert pour le match, il va aller le chercher. Contre Taylor Fritz, il se fait revenir à un set partout, il est cramé, il revient, il gagne le match. Il n'y a rien à dire. Et puis ensuite, face à Félix Auger-Aliassime, il est totalement cramé, il se fait totalement exploser, mais c'est anecdotique. Au vu de sa carrière, au vu de ce qu'il a fait de ses derniers matchs, vraiment il a tout donné, il a mis son cœur sur le terrain, il a mouillé le maillot, ça fait plaisir. Merci Gilou, encore une fois, je ne l'ai pas assez dit, mais merci Gilou pour tout ce qu'il a procuré pour le tennis. On ne se rend pas compte, je pense, du niveau de Gilles Simon, du QI tennistique de Gilles Simon, mais je pense que si ça doit devenir entraîneur, ce sera un très très grand entraîneur, et je pense qu'il a, voilà, il a une intelligence hors du commun, pour moi. Ensuite, il y a aussi Djokovic qui est très content de perdre un match contre Holger Rune. Très content de se dire, en 2023, tiens, il y aura de la concurrence, on va peut-être pouvoir s'amuser avec ces petits genoux. Vraiment, Holger Rune qui a pas eu peur de Djokovic. J'ai fait une vidéo aussi sur ce match, évidemment, sur la victoire de Holger Rune, avec les captures d'écran de match, les moments clés de ce match, notamment une volée, un moment que Djokovic, à 3-1 dans le 3ème set, ne doit jamais louper. Qui va louper, évidemment. Holger Rune qui a cherché son premier titre en Master 1000. Magnifique de la part d'Holger Rune. Magnifique. Fin de saison aussi chez les filles, Caro Garcia, comment ne pas... Pour moi, c'était l'une des images les plus belles de cette saison. Clairement, on doit faire un top 3 et elle est dedans, elle n'est pas 3ème pour moi, parce que franchement, on se rend pas compte, mais franchement, une Française qui remporte le Master, c'est... Alors je sais qu'il y a eu des débats, notamment dans les grandes gueules, hein, coucou RMC, mais qui ont dit ouais, mais le Master, c'est pas non plus un tournoi de fou, hein. Je rappelle que c'est vraiment un tournoi de fou, ok. C'est le tournoi quand même où il y a les 8 meilleures joueuses du monde au classement qui y sont. Donc ça veut dire le gratin du tennis mondial de l'année 2022. Voilà ce que c'est que le Masters. Et que, alors ok, c'est un tournoi où tu peux perdre un match et quand même gagner. Mais c'est un tournoi où tu dois rester concentré sur une semaine en jouant que des top 10, même que des top 8. Où tu dois réussir à remporter les matchs. Où tu dois, voilà, il faut remporter un tournoi quand même, c'est remporter un tournoi, mine de rien, et voilà, alors on aurait dit un WTA 250, j'aurais bien voulu dire que les grandes gueules, ok, c'est pas un exploit, là le Masters, c'est un exploit, mais c'est vraiment un exploit, il y avait Swiatek, ok, elle perd contre Swiatek, mais il y avait Swiatek quand même dans ce tournoi, il y avait du Sabalenka, il y avait Sakkari, il y avait Coco Gauff, il y avait des joueurs de tennis, hein. C'était pas, franchement, c'est un exploit, faut le dire. C'est une magnifique performance, en tout cas. C'est une excellente performance de Caroline Garcia. Et c'est totalement pas ce n'est pas à dénigrer. Ce qu'elle a fait est exceptionnel. Vraiment. Au même titre que ce qu'a fait Alcaraz, d'ailleurs. Même Alcaraz, c'est encore mieux, quand même. Honnêtement, parce qu'il a remporté un grand chelem, il a fini numéro 1 mondial. Bravo Alcaraz. Mais au même titre que cette victoire en Masters avec Djokovic. Cette victoire en Masters qui a été aussi très très belle pour Djokovic, qui a été très très bien acquise, et puis qui surtout a été faite assez facilement, je trouve. Son match le plus dur a été un match qui comptait pour le beurre face à Daniil Medvedev. Voilà comment clôturer cette fin de saison, ce cri de rage de Novak Djokovic. Cri de rage qu'on reverra sans doute en 2023. La suite du tennis en 2023. Il y a plusieurs choses qui vont arriver cette fin de saison. Il faudra que je fasse mes pronostics, mon top 15 2023. Je rappelle que je montrerai aussi mon top 15 2022. Alors si vous avez peur de vous faire mal aux yeux, prenez des lunettes parce que ça va être terrible, je pense. J'ai pas encore regardé si j'ai mis dans le top 15, mais ça va être terrible. J'ai des souvenirs de team numéro 10, de team numéro 10 mondial, donc ça va être terrible.
Il va y avoir aussi la série Netflix qui va arriver sur le tennis. Je la regarderai et je vous ferai un petit peu un retour un petit peu de ce que j'en pense. Est-ce que ça va être bien pour le, comment dire, pour la suite du tennis, pour la pub pour le tennis. On a vu que pour la Formule 1, ça fait une excellente pub pour la Formule 1, mine de rien, Netflix. Ça va ramener, je pense, un nouveau public et ça va être très intéressant à voir. À voir aussi, ça dénature pas trop le tennis. Très intéressant à voir parce qu'on sait que pour la Formule 1, ils sont en train un petit peu de changer les choses par rapport à Netflix. Il faudra que pour le tennis, on fasse attention aussi à pas que Netflix soit bénéfique, mais pas qu'il y ait aussi un petit peu l'aspect négatif de Netflix qui ressortent. On se retrouve très très vite. Dites-moi vous évidemment vos images qui vous ont marqué cette saison. Je pense qu'il y a beaucoup de Rafael Nadal contre Medvedev à l'Open d'Australie. Il y a beaucoup peut-être de Djokovic à Wimbledon. Il y a beaucoup de Caroline Garcia aussi qui vont tomber. Peut-être des images originales aussi que vous avez peut-être, je pense notamment par exemple, ça de Roger non du coup, mais par exemple, j'ai pas d'exemple comme ça. La victoire de Reichstoven par exemple que j'avais mis à Bosch qui est plutôt original. On se retrouve très très vite évidemment, 2022 pour le tennis c'est fini, mais pas pour mes vidéos, je vous dis salut à tous, portez-vous bien, ciao.